Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? Un ami s'inquiète de l'aggravation de mon état de santé. Il peut me signaler à l'administration. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment mes proches peuvent réagir si mon état de santé se dégrade? Parfois, il est difficile de prendre conscience de la dégradation de son état de santé. C'est pour cela que mes proches peuvent me signaler auprès du préfet de mon département. Celui-ci pourra, si nécessaire, demander à ce que je sois examiné par un médecin agréé expert en aptitude à la conduite. En fonction, une décision pourra être prise concernant mon permis de conduire. Bonne réponse, A. Pour faire cette marche arrière, j'accélère pour monter sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'avance pour remettre mes roues droites. Oui, réponse C. Non, réponse D. Peut-on stationner sur le trottoir? Le stationnement d'une voiture ne doit jamais gêner la circulation d'un piéton, d'un cycliste ou d'un autre véhicule, sous peine de se transformer en infraction. Le cas le plus connu de stationnement gênant concerne le stationnement sur le trottoir. Je ne monte pas sur le trottoir. J'avance pour remettre mes roues droites. Bonne réponse, B et C. Next level. Par beau temps et sur une ligne droite et fluide, je peux regarder ma messagerie sur mon téléphone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-il autorisé de regarder son téléphone en conduisant? Lorsque je regarde mon téléphone, je ne peux pas regarder la route en même temps. Sinon, je perds des informations. Si un obstacle surgit, mon temps de réaction va être augmenté, et ma distance d'arrêt également. Je risque également de dévier de trajectoire. Pour toutes ces raisons, je ne consulte pas l'écran de mon téléphone en roulant, quelles que soient les conditions de circulation. Bonne réponse, B. Congratulations. Le conducteur du véhicule noir se rabat. Je freine, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je fais un appel lumineux, réponse C. Comment agir quand quelqu'un se rabat devant moi? Ce conducteur m'ayant dépassé, il roule à une allure supérieure à la mienne. Il est inutile de freiner ici, car il n'est pas trop près de mon véhicule. Je lève un peu le pied de l'accélérateur pour ralentir et favoriser une bonne distance de sécurité. Inutile de faire un appel lumineux, car il n'y a pas de danger particulier. Bonne réponse, B. En période probatoire, je suis en infraction dès un taux d'alcoolémie de 0,10 g par litre de sang, réponse A. 0,20 g par litre de sang, réponse B. 0,50 g par litre de sang, réponse C. 0,80 g par litre de sang, réponse D. Quel est le taux d'alcool autorisé pour les conducteurs novices? Dès 0,20 g par litre de sang, soit 0,10 mg par litre d'air expiré, je suis en infraction. Selon certaines personnes, ce taux est atteint dès un verre d'alcool. Il est donc fortement recommandé aux conducteurs novices de ne pas boire. Au-delà, un verre, j'encours une perte de 6 points, l'immobilisation du véhicule et une amende de 135 €. Si l'infraction a lieu la première année de permis, mon permis est annulé. Je serai obligé de repasser toutes les épreuves du permis de conduire. Bonne réponse, B. Si je ressens de la fatigue en conduite, je fais une pause. Réponse A. Je finis mon trajet. Réponse B. Quel comportement adopter lors des premiers signes de fatigue? Je dois m'arrêter dès que possible en sécurité. Je ne dois pas accélérer car cela accentue le stress et la fatigue. Je ralentis un peu pour réduire l'accumulation de fatigue générée par la vitesse. Et je m'arrête à la prochaine aire de repos pour faire une pause. Bonne réponse, A. Le temps de réaction augmente. Si la chaussée est mouillée, réponse A.
Si mes pneumatiques sont usés, réponse B. Si je suis fatigué, réponse C. Si je suis préoccupé, réponse D. Le temps de réaction peut-il varier? C'est le laps de temps qui s'écoule entre le moment où je perçois une information et le moment où je vais agir. Il dépend donc de ma vigilance. Si je suis fatigué ou préoccupé, mon temps de réaction risque d'augmenter. La météo, l'état d'usure des pneus, l'allure à laquelle je circule auront des incidences sur la distance de freinage. Bonne réponse, C et D. L'éblouissement fausse la perception des distances de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allonge le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'éblouissement agit-il sur la conduite? 90% des informations passant par la vue, le fait d'être ébloui agit forcément sur ma conduite. Si je suis ébloui, je risque de ne pas percevoir correctement les détails et ainsi avoir du mal à évaluer les distances de sécurité. Mon temps de réaction va être allongé, le temps que mon œil analyse étant plus long avant que mon cerveau réagisse. Bonne réponse, A et C. Je garde mon clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert mon clignotant droit? Il indique mon intention et me permet de communiquer avec les autres usagers. Je l'ai donc mis avant d'emprunter la voie de stockage me permettant de tourner à droite. Je garde mon clignotant pour être bien visible tant que je n'ai pas tourné. Donc, même dans la voie de stockage, je maintiens ce clignotant. Bonne réponse, A. Un dépistage de stupéfiants est obligatoirement réalisé en cas d'accident corporel, réponse A, d'accident matériel, réponse B. Le dépistage est uniquement fait sur le conducteur responsable de l'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans quel cas doit-on obligatoirement faire un dépistage de stupéfiants? Le dépistage de stupéfiants peut être réalisé sur simple soupçon. Cependant, il est obligatoirement réalisé en cas d'accident corporel sur tous les conducteurs impliqués dans l'accident. Seuls les passagers ne seront pas soumis au dépistage. Bonne réponse, A et D.